Approfondie sur l'actualité, et l'actualité elle est très politique aujourd'hui avec le changement de stratégie dans la communication du président. Alors fini la rareté de la parole, ça n'aura duré qu'un temps. Un autre chapitre s'ouvre notamment avec la nomination d'un porte-parole à l'Élysée. C'est un journaliste, Bruno Roger Petit. On va parler de ce sujet, on parlera également de l'autre actualité à la fois politique et économique aujourd'hui. Ce sont les universités d'été du MEDEF. Et je vous présente sur ces sujets nos invités. Anne-Claire Ruel, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de communication politique, présidente de l'agence Board et enseignante à Paris 13. L'entrepreneur Aziz Sini est avec nous, bonjour. Bonjour. Laurent Bouvet, bienvenue et bonjour. Politologue, professeur de sciences politiques à l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines. Et Frédéric Dabi, que les téléspectateurs de CNews connaissent bien, bonjour. Bonjour. Directeur général adjoint de l'IFOP. D'abord, votre réaction, madame, messieurs, à cette nomination. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a évidemment, le journaliste Bruno Roger Petit. Voici son portrait. Il est signé par Charlotte Onfroy-Barrier. Son impertinence a rythmé sa carrière. Chroniqueur politique et journaliste, Bruno Roger Petit impose son style dès ses débuts. Le 19 octobre 1997 sur Antenne 2, il termine le journal de la nuit en jetant ses fiches par terre. En 1998, il critique sans détour France Télévisions dans une interview pour le magazine Technicart. Ses collègues, la ligne éditoriale, le jeune journaliste ne mâche pas ses mots. Toujours clivante, ses positions sont parfois mal reçues. Il fait partie des gens, effectivement, qui ne servent pas une soupe incolore et inodore. Il a des prises de conviction et forcément, lorsqu'on a ce type de personnalité, on peut agacer, énerver et les uns et les autres peuvent éprouver une forme d'abord de ressentiment ou de rancœur et pourquoi pas aussi de jalousie. Pendant la campagne présidentielle, Bruno Roger Petit a ouvertement soutenu Emmanuel Macron. Sur les réseaux sociaux, son arrivée à l'Élysée ne cesse d'être commentée. Lui qui le faisait déjà bénévolement, il pourra être rémunéré maintenant. Rectification, Bruno Roger Petit conserve son poste de porte-parole mais déménage son bureau. Aussitôt nommé, le nouveau porte-parole de l'Élysée a supprimé l'intégralité de son profil Twitter, comme pour montrer qu'il entre enfin dans le rang. Justement, je vais vous faire réagir sur ces tweets. J'en reçois un à l'instant dans la même tonalité. C'est Sylvie Berthe qui vous dit, eh bien, il a maintenant, Bruno Roger Petit, un contrat après des mois de porte-parole sans contrat. Anne-Claire Ruel, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre analyse? Alors, c'est toute l'ambiguïté de cette nomination. C'est-à-dire que là, on est dans un cas un peu différent de Laurence Hayim qui a démissionné de ce rôle de journaliste pour entrer ensuite en politique. C'était tout à fait clair et transparent. Là, on a quelqu'un qui a commenté la campagne, qui a alerté notamment la Société des journalistes, parce que je crois qu'il y avait 19 éditos qui étaient plus ou moins pro-Macron, ou tout du moins contre les opposants d'Emmanuel Macron. Donc ça pose question. Ça pose question juste pour la personnalité en fait de ce journaliste en question. Sur l'utilité de présenter, d'avoir un journaliste au sein de l'Élysée, c'est pas nouveau. On a eu, il faut remonter au quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il faut remonter au quinquennat de Nicolas Sarkozy. On a eu ensuite Claude Sérillon qui ne prenait pas la parole. Voilà, qui ne prenait pas la parole. Nuance quand même important. Pégard, enfin voilà, il y a eu beaucoup de journalistes qui sont passés au sein du palais de l'Élysée pour commenter, avec des succès plus ou moins divers. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir. Et surtout une forme d'incompatibilité entre le journalisme et la politique. C'est-à-dire que si c'est pour faire un pas de retour ensuite, il n'y a pas de voie de retour, en fait, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de voie de retour. C'est un billet aller sans retour. C'est un billet aller sans retour. Parce que communiquer, c'est complètement différent d'informer. Et ça, je pense que le brouillage, il est là. C'est-à-dire qu'à un moment, communiquer, on passe un message qui est un message partisan, informé, évidemment. Il y a une forme de neutralité. On essaie d'avoir une analyse critique dans tous les sens du terme. Et c'est ça qui est un peu différent. Il y a aussi l'effet pour les Français d'une forme de déconnexion d'avec justement la France, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on a l'impression d'un entre-soi qui gravite. Il y a une porosité entre médias, politiques. On a l'impression que finalement, ce sont des chaises musicales. On peut passer de l'un à l'autre sans problème, et ça brouille justement. Arrêtons-nous sur ce point parce qu'il est clair, Aziz Sini, on ne va pas éviter, et ce sont des débats ici sans tabou, sans langue de bois, les polémiques sur la connivence, une consanguinité entre journalistes et politiques, et peut-être que ce genre de nomination peut en tous les cas encourager, mettre du bois dans le feu de ces polémiques-là. Quand je vois que Jean-Pierre Raffarin imagine pouvoir faire
aussi du journalisme et que dans l'autre sens, on a ce journaliste qui va en politique, effectivement, on peut se dire qu'il y a connivence. On peut aussi s'interroger sur l'objectivité d'une certaine presse. On ne pourra pas en vouloir aux Français qui s'interrogeront sur le fait que, par le passé, ce journaliste a peut-être fait un peu plus que son travail, et plus un travail de communication qu'un travail réel de journaliste. Peut-être qu'aussi, aujourd'hui, en ouvrant les journaux, en écoutant, et même aujourd'hui sur ce plateau, certains pourront se dire, être dans la méfiance en se disant, mais n'y a-t-il pas connivence, copinage derrière tout ça, derrière tous ces propos qui sont tenus? Est-ce qu'on ne nous mène pas en bateau? Est-ce qu'on ne nous fait pas marcher, sans jeu de mots? Et puis c'est vrai que je vous rejoins tout à fait. Le dernier point aussi, c'est l'idée du contre-pouvoir. Parce que finalement, quel contre-pouvoir à Emmanuel Macron, puisqu'on a l'impression qu'il y a une forme de collusion entre journalisme et politique. Alors, on ne va pas mettre tout dans le même sac, parce qu'on le voit, hein, les contre-pouvoirs, déjà les critiques qui sont importantes sur l'action du président. Votre analyse de cette nomination, après on va aller sur la stratégie de communication. Laurent Bouvet. Là, il y a deux sujets en fait qui ont été un peu abordés déjà, mais qui sont distincts. Il y a la question des allers-retours possibles entre journalisme et politique. Il y a d'autres pays, aux États-Unis par exemple, où ça se fait assez facilement. Il y a des va-et-vient, et on pourrait l'étendre d'ailleurs à l'administration, aux entreprises, à l'université, où il y a une circulation. Les hommes et les femmes, qui sont dans le pouvoir, qui peuvent être lobbyistes à un moment, journalistes, etc., vont et viennent. En France, on a des habitudes un peu différentes, où effectivement, ça a très bien été dit tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, c'était une voie sans retour. On va voir aujourd'hui comment ça se passe, parce qu'on a vu, il n'y a pas que Jean-Pierre Raffarin, vous avez parlé de Jean-Pierre Raffarin. La liste est longue, on n'a pas le temps de politiques qui ont été battus ou qui prennent du retrait, voire leur retraite aujourd'hui, selon les cas, qui vont se retrouver dans le commentaire de l'actualité politique. On va voir s'ils repartiront en politique après. Comment ça va se passer? On va voir si quelqu'un comme Bruno Roger-Petit, en l'occurrence, reviendra ensuite au journalisme et dans quelles conditions ça peut se faire. Donc on est certainement là, peut-être à un moment aussi d'évolution. On va voir. Donc ça, c'est quelque chose. Après, la deuxième question, c'est celle, effectivement, de la connivence, du rapport à la transparence et à la clarté. Ça a très bien été dit. Le problème spécifique de Bruno Roger-Petit, pour ceux qui le connaissent, qui connaissent le milieu, qui l'ont suivi, c'est qu'effectivement, il a fait la campagne, non pas la campagne d'Emmanuel Macron, mais campagne pour Emmanuel Macron, à travers les réseaux sociaux, mais aussi dans le journal dans lequel il était Challenge, hein, l'hebdomadaire, le mensuel, Challenge, dans lequel il faisait sans arrêt et en ligne des articles, des éditos très très favorables au président de la République. Alors, est-ce que c'était concerté ? Est-ce qu'il le faisait pour pouvoir espérer, si jamais le président de la République devenait, le candidat devenait président de la République, avoir ce genre de poste? Moi, je n'en sais rien. En tout cas, il l'a fait. Mais vous posez la question, elle est légitime. Ça posait une question. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de connivence, parce que les journalistes qui rencontrent les politiques et la connivence qui peut naître, voire... Et on voit qu'il y a eu aussi, d'ailleurs, des rapports beaucoup plus étroits. Il y a eu une évolution ces dernières années. On a vu des hommes politiques, par exemple, se marier. À se marier avec des journalistes. Donc c'est quelque chose qu'on a vécu. Il y a eu une évolution ces 20 dernières années avec la globalisation de la communication, etc. Là, on a quelque chose qui est ouvert d'une certaine manière, mais qui n'a pas été dit clairement par Bruno Roger-Petit, qui n'a pas pris de distance avec son métier, avec sa carte de presse, en disant, voilà, comme Laurent Saïm, comme d'autres par le passé, je m'engage auprès du candidat Emmanuel Macron, je fais sa campagne, je mets mes compétences de journaliste à sa disposition pour faire sa campagne. Là, il est nommé, après avoir fait son métier de journaliste, être payé comme journaliste, en ayant fait de campagne. C'est ça, je pense, le point qui pose problème dans cette nomination particulière. Frédéric Dabi, vous interrogez régulièrement les Français sur différents sujets, j'allais dire autrement plus importants quand même, qui les concernent au premier plan. Là, nous sommes vraiment parfois dans un débat, mais c'est l'actualité qui concerne aussi les journalistes. Mais vous étudiez la relation journaliste et politique, comment est-elle perçue aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'il y a... Et ça a été très longtemps utilisé par Jean-Marie Le Pen, qui d'un côté fustigeait la bande des quatre et de l'autre l'établissement. Et dans l'établissement, il y avait les sondeurs, on va se mettre dedans, il y avait les médias, il y avait les hommes et les femmes politiques. C'est vrai que là, on est sur une annonce qui relève de l'entre-soi. C'est-à-dire que l'impact sur l'opinion publique est, à mon avis, marginal. Ça montre de manière un peu plus large que, et c'est le sujet de votre débat, Sonia, que il y a un problème de communication et l'Élysée, un peu au plus pressé, on avait entendu parler d'une nomination éventuelle de Bruno Roger-Petit dès la fin de l'élection présidentielle, semble
un peu agir en urgence, notamment avec le changement de pied, les annonces, les offs, le président de la République qui parle de la situation politique française depuis l'étranger. On a vu ça au cours de ces derniers jours. Je veux resituer le débat sur un point. Les Français ne sont pas sur une logique d'évaluation de communication, ils sont sur une logique d'évaluation de l'action. Et l'action, c'est avant tout les résultats. Vous avez La tellement raison de communication, le rappeler. c'est extrêmement important, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. On va continuer à en parler et on va insister à présent bien sur l'efficacité. Justement, c'était quand même un changement de pied, un revirement de la part d'Emmanuel Macron qui prônait la rareté de la parole. C'est un autre chapitre qui s'ouvre. On en parle avec vous tous ici réunis. À tout de suite sur CNews. Les voix de l'info, Anne-Claire Ruel, spécialiste de communication politique, l'entrepreneur Aziz Seni, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, et Laurent Bouvet, politologue, professeur notamment. Aziz Seni, on va rester encore un moment sur la nomination de Bruno Régis-Petit, puis on va évidemment élargir notre débat. Mais généralement, quand il y a une nomination, il y a un message politique. Quel est-il, selon vous ? Moi, je ne le vois pas. Je vois pas. Pour ce type de poste, me semble-t-il, il faut qu'il y ait un message derrière. En fonction de ce message, on choisit un profil, on choisit un passé, on choisit aussi une expérience. Et là, dans ce choix, je ne le vois pas. Je ne vois pas ce que l'Élysée, ce que le président essaye de nous dire par cette sélection, par cette cooptation, j'ai presque envie de dire, parce qu'il n'y a pas eu de sélection. Je pense que c'est plutôt l'entre-soi qui a joué. Je ne le vois pas, ce message. Je ne sais pas si les Français ont compris ce que le président voulait leur dire avec ce choix. Moi, je ne le comprends pas. En tous les cas, il veut leur dire des choses, Laurent Bouvet, puisque nous dit-on, on va passer de la raréfication, de la rareté de la parole, qui a été vraiment prônée, revendiquée, défendue par et le candidat et le président, qui avait mis en avant cette distanciation avec les journalistes. Et là, on nous dit que c'est un autre chapitre qui s'ouvre avec le fameux retour de la pédagogie. Il faut expliquer les choses. Oui, on va voir ce que ça va donner. Pour le moment, jusqu'ici, la doctrine, si on peut dire comme ça, de Macron en matière de communication était construite exactement à l'inverse de celle de François Hollande, qu'il avait pu observer quand il était lui-même, évidemment, à l'Élysée au début du quinquennat de François Hollande. Et il a fait exactement l'inverse, c'était voir le contraire, si on veut être précis. C'est-à-dire qu'il a évité précisément ce dont on parlait tout à l'heure, sans aller jusqu'au terme de connivence, disons cette proximité, alors parfois évidemment qui est de la connivence, qu'avait François Hollande avec les journalistes, qui continuaient à leur envoyer des SMS une fois qu'il était président de la République, etc. Il n'y avait pas de distance. On se rappelle du livre de L'Homme et d'Havey sur un président ne doit pas dire ça. Bon. Donc Emmanuel Macron avait en quelque sorte théorisé par rapport à sa candidature et sa présidence une rareté. Simplement, on a voulu comparer cette rareté un peu trop vite, à mon avis, à la grande théorie de la communication de Jacques Pillan, le fameux sorcier de l'Élysée, le titre de votre confrère François Bazin, le très bon livre qui expliquait comment Jacques Pillan avait fait la communication d'abord de François Mitterrand, ensuite un petit peu de Jacques Chirac, repris ensuite par la fille de Jacques Chirac, Claude Chirac, auprès de son père, qui était justement théoriser le fait de créer l'événement autour de chaque prise de parole du président de la République, ce qui impliquait évidemment la rareté, parce qu'on ne peut pas créer l'événement tout le temps, et qui permettait de mettre en scène, quand ça allait un peu moins bien, dans l'opinion en particulier, dans les sondages, eh bien, on mettait en scène une prise de parole forte pour refaire quand même de l'actualité, repartir au combat. Or, aujourd'hui, cette rareté qui avait été théorisée, enfin, qui avait été reprise un peu par Emmanuel Macron, n'était pas de même nature. Pour deux raisons. D'abord parce qu'on n'est plus du tout à l'époque François Mitterrand, Jacques Chirac, on a une communication qui s'est complètement globalisée, diversifiée, éclatée. La TNT, des chaînes comme CNews par exemple, les réseaux sociaux bien évidemment, l'immédiateté, donc c'était évidemment un autre monde. Et puis la deuxième raison, c'est que je crois que la personnalité présidentielle d'un Emmanuel Macron n'est pas du tout la même que celle d'un Jacques Chirac, en termes d'époque, en termes de configuration, si vous voulez, générale, politique, intellectuelle, et le rôle de la communication pour les uns et les autres n'était pas du tout le même. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler de cette rareté en faisant référence à Jacques Pillan. On était déjà dans autre chose qu'il faudrait peut-être un petit peu approfondir. Je partage complètement ce que Laurent Bouvet vient de dire, d'autant plus que même Emmanuel Macron n'a pas complètement suivi les préceptes de Jacques Pillan, qui étaient silence de la parole et absence d'image. Là, il y a une sorte de décalage, de hiatus entre ce silence
en termes de parole présidentielle. On avait l'image et sans le énormément son. d'images. Et il y a eu pendant l'été toute une série de cartes postales. Une véritable saturation. Ouais. Alors ça a été plutôt positif dans le sens, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ça a été positif dans le sens où ça a encore accentué la rupture, la distanciation entre l'incarnation de la fonction par Emmanuel Macron et de ces deux par rapport à ses deux prédécesseurs. Et quand on regarde, on a beaucoup parlé des moins 14 points du baromètre du JDD d'avant-hier, mais il y a encore 40%. Et parmi ces personnes satisfaites, l'idée qu'il y a une rupture, qu'il y a une nouvelle façon d'incarner la fonction est un levier de satisfaction puissant. Mais d'une part, il y a eu deux effets pervers. D'une part, le sentiment que là, il y avait plus de communication que de fond, et plus de communication que d'information. On est frappé de voir que les Français ne sont pas vraiment au courant de l'ensemble des mesures, il y a de l'ensemble des réformes, il n'y a pas de pédagogie des réformes dans cette enquête IFOP JDD. Emmanuel Macron perd 18 points chez les salariés du secteur privé qui devraient être, à minima, plus ou moins satisfaits ou indifférents de ce gain de pouvoir d'achat prévu dans quelques mois. Et puis, cette je dirais, saturation de cette trop grande, ce silence d'Emmanuel Macron a, je dirais, aiguisé des attentes et l'ont encore plus isolé. Oui, mais pardonnez-moi, il a aiguisé des attentes, mais c'est lui-même qui a suscité tout cela. Anne-Claire Ruel, je reprends cette phrase du candidat Macron, je crois qu'il l'avait un petit peu prononcée vers la fin du mois d'avril. Il avait dit « Je ne suivrai pas le rythme qui plaît aux médias, il faudra vous habituer », prévenait-il d'un ton professoral. Apparemment, ce rythme-là des médias et plus largement du débat public, il faut qu'il revienne à ce rythme. Il y est obligé. Si on veut plaisanter 2 minutes, Emmanuel Macron effectue un pivot, vous savez, pour les startups, c'est-à-dire un changement un contre-pied par rapport à la logique entrepreneuriale. Voilà. Et il change de communication. Alors, la logique, en fait, elle était, je vous rejoins totalement, elle était mauvaise. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. Et puis surtout, Emmanuel Macron, il était quasiment inconnu il y a 1 an de cela. Il démissionnait il y a 1 an de son rôle de ministre de l'économie pour avoir cette aventure qui était en marche avec l'homme seul qui arrive à fédérer les foules, à mobiliser les cœurs, les enthousiasmes pour parvenir au pouvoir. Ce récit présidentiel, enfin de conquête du pouvoir, il ne peut pas s'arrêter tout d'un coup au moment de l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que là, il y a une rupture. Il pourrait s'arrêter s'il avait derrière lui un passé qui aurait été le passé d'un Chirac, d'un Mitterrand, mais ce n'est pas le cas. Il pourrait s'arrêter éventuellement si derrière il y avait un gouvernement avec des personnalités qui pouvaient être audibles. Et là, on a un gouvernement plutôt de techniciens, plutôt inconnu du grand public. Je défie quiconque de citer intégralement les ministres du gouvernement ici. Il pourrait y arriver si la majorité était aussi audible et s'il y avait des personnalités, des snipers qui puissent contrecarrer. Ça n'est pas le cas. Il pourrait y arriver si le parti était aussi constitué et ça n'est toujours pas le cas. Voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, il y a ce revirement, on peut l'appeler ainsi, ce changement de pied que nous aurons l'occasion aussi de commenter. Nous allons voir comment il va se décliner dans les faits avec ce nouveau porte-parole de l'Élysée.